Ok. Je vous salue encore. Je vous salue, euh, les amis et amis. Je prends la parole une fois de plus. Ces derniers jours-ci, l'actualité s'est plus ou moins précipitée. Une actualité qui est liée au Tchad. Mais en fait, lorsqu'on regarde avec beaucoup plus de clarté, c'est une actualité qui a commencé en 2001. Commencé en 2001 aux États-Unis, évidemment, avec une certaine description du monde qui voulait que à l'extérieur du monde, il y ait le chaos, à l'extérieur des États-Unis ou bien l'Occident, il y ait le chaos, les guerres, les famines, etc. Les États qui se décomposent et ce qui met en mouvement des populations qui toutes veulent venir en Occident. Et la conséquence, évidemment, la construction des barrières, de ceci, des limites, des visas, l'Occident qui se referme. Bref, vous voyez très bien que nous parlons du 11 septembre, n'est-ce pas? Et de la vision néoconservatrice qui en est sortie. Et donc, une crise est toujours l'opportunité, comme une maladie, n'est-ce pas, de parler de ce qui se passe. Donc, c'est une opportunité pédagogique, et ça donne des idées, mais ça permet aussi d'articuler des choses qu'on n'avait pas encore verbalisées, ou bien de dire un peu plus clairement un certain nombre de choses que l'on avait tout simplement dans son ventre. Il en est ainsi de ce qui se passe au Tchad. Et donc, j'ai décidé plus ou moins comme ça d'exprimer ce que je pense, bien d'articuler ce que je pense sur le rôle des intellectuels, mais surtout parce que je suis absolument séduit, et je dois le dire absolument séduit, par ce que fait Mahamat Mahdi Ali au Tchad. Je suis absolument séduit parce que il apporte un certain nombre de réponses à ce qui était un malaise africain depuis à peu près depuis 2001. Parce que depuis 2001, les Africains avaient plus ou moins changé de cap. C'est-à-dire que si entre 1940 et 1994 avec Kagame, n'est-ce pas, les Africains d'habitude, du moins c'est la diaspora, rentraient au pays et puis donc commençaient la révolution soit dans la brousse, soit au pays, etc. Depuis 2001, grosso modo, ces mêmes Africains sont plus ou moins présentés de manière différente, comme quoi ils veulent tous venir en Occident. Comme quoi nous voulons tous venir en Occident. Il y a une horde quelque part là qui veut venir en Occident et l'Occident se ferme. Et l'Occident, ça est la France, l'Angleterre, les États-Unis, n'arrivent pas à se représenter qu'il y ait des Africains qui puissent vouloir rentrer dans leur pays. Mais en même temps, les Africains qui sont en Occident arrivent difficilement à se rendre compte qu'ils ont un pouvoir à l'intérieur de l'Occident. Et donc, parce que cette représentation des Africains comme étant des prolétaires qui viennent plus ou moins occuper l'Occident, ce sont des migrants, ce sont de la racaille, etc., bref, qui n'ont pas de pouvoir. C'est une construction. Et donc, des Africains, même qui sont en Occident, n'arrivent pas à se représenter qu'ils ont un pouvoir en Occident. Mais aussi, les Africains qui sont en Occident n'arrivent plus à se représenter qu'ils peuvent, n'est-ce pas, l'un pas tous, quelques-uns peuvent, comme nos parents d'avant, Ernest Ouandié, etc., c'était des gens de la diaspora. Kagame, c'est quelqu'un de la diaspora, n'est-ce pas, etc., etc., ils sont nombreux. Hein, on peut les citer, n'est-ce pas, c'est-à-dire Kagame, et même les gens comme les Senghor, les Sékou Touré, etc., tout ça, c'était des gens de la diaspora. Hein, tous les grands leaders là, des années 60, 70, c'était des gens de la diaspora, tous ceux qui sont devenus présidents, là, n'est-ce pas? Kenyatta, évidemment, tout cela. Hein? Kwame Nkrumah, c'était des gens de la diaspora. Hein? Dans cette vision de la diaspora, qui puisse fabriquer des leaders en Afrique, on l'a abandonné, on s'est dit que ceux qui sont ici, c'est pour rester, c'est pour... n'est-ce pas? Et ceux qui sont ici, justement, l'Occident les représente comme étant la racaille, ils ne peuvent pas avoir un pouvoir, ils ne peuvent même pas devenir président de France, ils ne sont rien du tout. Bon, bref, avec cette vision-là qui se cristallise depuis 2011, c'est intéressant de voir qu'il y a des fractures, c'est intéressant de voir qu'il y a des Africains qui recoupent plus ou moins
la tradition africaine qui a toujours existé et qui veut que, n'est-ce pas, la relation avec l'Occident soit dynamique. C'est-à-dire, autant il y a des Blancs en Afrique, autant il y a des Noirs en Occident, autant il y a des Blancs qui ont été présidents en Afrique, et des dizaines, des centaines, autant il y a Obama qui est devenu président aux États-Unis, il y a Kamala Harris qui est vice-présidente aux États-Unis, il y a au Canada, là, j'oublie son nom, qui est devenue présidente, qui venait d'Haïti. Bref, c'est une dynamique tout de même qui est là. Et donc, le Tchad permet plus ou moins d'articuler cette chose-là parce que, évidemment, comme j'ai dit, il ne faut pas oublier que la première génération de présidents africains, tous venaient de la diaspora. Hein? Et même Hissène Habré, comme on a mentionné là, hein? Bon, bref, c'est tous la diaspora qui a été formée soit en Espagne, soit en France, etc. Il n'y a aucun qui ne soit pas la diaspora. Et donc, c'est identique avec ceux de maintenant. Ça ne va pas changer, ça ne va jamais changer. C'est-à-dire que la diaspora a un pouvoir. La diaspora camerounaise, africaine, tchadienne n'est pas la racaille là que des gens comme, que des kidams comme Sarkozy ou bien Macron se représentent. Non, non, pas du tout. Hein? Bon, bref, la diaspora, c'est une pépinière de leaders, tant pour l'Afrique que pour l'Occident. Et c'est toujours comme ça. C'est de même pour la diaspora d'autres pays, que ce soit la diaspora allemande, que ce soit la diaspora, n'est-ce pas, irlandaise, etc. Alors, il y a toujours une relation de vase communicant entre les deux. C'est un peu ce que je voulais dire. Et donc, c'est une manière de dire que dans une situation de crise, il est bien de se rappeler ce genre de choses-là parce que la situation de crise vient du fait qu'on a oublié, du moins, la généalogie d'où on vient. On a oublié plus ou moins les racines que l'on a, on a oublié plus ou moins les structures qui ont fabriqué qui on est, on a oublié plus ou moins sa propre histoire. Or, notre histoire, la voilà. N'est-ce pas? Je donnerai un défi, je lancerai un défi n'importe qui de me donner un président africain qui ne soit pas venu de la diaspora. Même Paul Biya. Même Biya est venu de la diaspora. Même Paul Biya est venu de la diaspora. Donc c'est une évidence, quoi. C'est absolument évident hein, que la diaspora soit la pépinière de notre futur et ait construit notre passé. Donc, avec ça, c'est important donc, de situer le rôle de l'intellectuel parce que le rôle de l'intellectuel, c'est évidemment rappeler ces genres de choses-là qui sont des banalités. Mais aussi dit que devant un problème qui se pose, il y a trois fonctions qui sont plus ou moins qui sont plus ou moins épineuses et qui arrivent de manière structurelle. Il n'est pas besoin de se poser des questions aussi inutiles comme qu'est-ce qu'un intellectuel, etc. C'est inutile parce que j'en suis un. Donc, on passe là-dessus. Bon, bref, il y a trois fonctions qui apparaissent de manière suffisamment claire. Et c'est pourquoi je reviens sur la personnalité de Mahatma Mahdi Ali. N'est-ce pas, je reviens sur sa personnalité parce que la première chose d'abord, c'est diagnostiquer le mal. C'est diagnostiquer le mal. Il faut pouvoir diagnostiquer ça. Et donc, parce que le mal se présente pas à tout le monde. Mais il faut être un intellectuel pour pouvoir le voir au moment même de sa formulation, pour pouvoir le voir avant tout le monde. Pour pouvoir voir comment est-ce que ce mal arrive. Et le mal en Afrique francophone, ça s'est clairement formulé au Togo. Le Togo a posé sur la table trois choses, en fait. La première chose que le Togo a posée sur la table, ces trois choses sont infâmes. La première chose que le Togo a posée sur la table, c'est le premier coup d'État africain. La première chose. C'est le Togo qui l'a posé sur la table. N'est-ce pas? Le premier coup d'État. Le second a eu lieu au Congo. Je ne sais pas trop qui a eu avant, c'est le Congo ou bien c'est le Togo, je ne sais pas trop. Mais c'est le Togo. La première chose. La deuxième chose que le Togo a posée sur la table, c'est le changement de constitution pour rester au pouvoir. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose que le Togo a posée sur la table, évidemment, c'est un pouvoir tribal. C'est-à-dire les Kabyles du Togo, n'est-ce pas, la tribu de Yadema. Donc, ces trois choses-là. Les Kabyles qui ont pris le pouvoir en ont fait une chose personnelle et puis un pouvoir qui est devenu dynastique. Donc, ces trois choses-là, évidemment, ont eu lieu devant nous tous. Avant, c'est-à-dire on regardait cela en s'amusant, c'est-à-dire on riait, mais il faut toujours savoir que le paradigme togolais est suffisamment fort. Et lorsque je l'ai formulé, à l'époque, mes amis togolais, ils riaient, ils disaient que j'exagère, etc. Mais le Togo a cette particularité d'être le modèle de ce qui est mauvais.
et surtout d'être le modèle de ce qui est répétable dans notre pays africain. Évidemment, les coups d'État se sont répétés, on ne va pas continuer à en parler parce que ça a produit des centaines, ça a continué par centaines. Évidemment, le changement de la Constitution pour rester au pouvoir continue par, n'est-ce pas, dizaines, et le Cameroun a été, je crois, le deuxième à passer par là. Le Cameroun a été le deuxième pays. À moins que ce soit le troisième, je crois que l'Ouganda a peut-être été le deuxième. Mais je pense que c'est le Cameroun qui était le deuxième. N'est-ce pas? Et puis, évidemment, il y a ce que nous voyons, ce dont nous parlons maintenant, c'est le pouvoir tribal, c'est-à-dire le tribalisme d'État. Le tribalisme d'État qui veut que la tribu au pouvoir, n'est-ce pas, fasse main basse sur l'administration, mais aussi, n'est-ce pas, se transforme en dynastie, comme on a donc vu avec les Yadema. Donc, ces trois choses-là. Mais ce dont on parle maintenant, ce qui est notable maintenant, c'est uniquement c'est-à-dire la dynastie. Parce qu'il ne s'agit pas de croire que la dynastie vient comme ça, de nulle part, et puis s'impose. Non. Il ne s'agit pas de croire que les autres pays africains n'ont pas des tribus. Tous les pays africains ont des tribus. Mais la transformation du tribalisme d'État en monarchie, là, c'est un projet politique bien précis. Et donc, c'est avec le Togo que le modèle s'est mis devant chacun. Et comme on a vu, le Gabon a fait la même chose, n'est-ce pas? Le Tchad a fait la même chose. Et le Cameroun fera, grosso modo, la même chose. C'est-à-dire, on ne peut pas faire la dynastie si on n'a pas la tribu. Parce que pour imposer la dynastie, il faut qu'on ait les armes. Il faut donc que ces armes soient sécurisées entre les mains d'un groupe bien précis. Ce groupe bien précis étant la tribu du président. C'est tout. C'est très simple. On ne peut pas installer une famille dynastique si on n'a pas les armes. C'est impossible, elle sera balayée. Là, il faut déjà, la précondition est que la famille, n'est-ce pas, elle fait même pas sur l'armée avec quelque chose comme le BIR, avec quelque chose comme, n'est-ce pas, la garde présidentielle, ce qui est identique avec le Tchad. Le fils de Déby était responsable de la garde présidentielle, hein, et puis maintenant, c'est lui qui prend le pouvoir. On va dire la transition, etc. Mais ce qui est clair, c'est que on ne prend pas le pouvoir pour le donner à quelqu'un d'autre. Et même au pire des cas, qui est le PDS, c'est son frère qui est en train de faire même battre le parti au pouvoir. N'est-ce pas? Donc, vous voyez, donc, c'est familial maintenant. Mais avant d'être familial, il a fallu que ce soit tribal, que ce soit la tribu du président. Donc, c'est ça que j'appelle le rôle de l'intellectuel, son premier rôle, c'est diagnostiquer le problème. Parce que sinon, n'est-ce pas, sur un stade de football, hein, on court partout, les gens courent partout, mais il faut savoir où se trouvent les buts. Si on court partout et on ne marque pas le but, ça ne vaut pas la peine. Hein, c'est-à-dire, utiliser son intelligence, il faut bien qu'elle ait un but. Ce but-là, c'est diagnostiquer le problème. Quel est le problème? Donc, ce problème, c'est le tribalisme d'État qui se manifeste, mais aussi qui a une histoire, cependant qui a aussi un futur. Ce futur-là est dynastique. C'est-à-dire que dans son évolution, ce tribalisme d'État, dans son propre futur, dans sa propre temporalité, comme on dirait, n'est-ce pas, il débouche sur une dynastie. Parce que à la fin, comme vous voyez, on a vu tous les partis politiques ont tout à fait disparu. Hein? Même Macron qui est là, il n'est pas président d'un parti politique, n'avait pas de parti politique avant. Donc maintenant, tout est possible. Et donc, ce qui reste, ce qui est le plus sûr, c'est la dynastie, parce que la tribu au pouvoir a les armes et donc la capacité militaire de s'imposer sur les autres. Elle a les armes sophistiquées. Elle a les armes sophistiquées dans la capacité militaire de s'imposer sur les autres. Voilà ce qu'on appelle diagnostic. C'est ça le diagnostic. C'est diagnostiquer un problème, c'est présenter, du moins, en fait, c'est le rôle le plus ancien des intellectuels qui a été formulé, je crois, en Russie. C'est-à-dire le rôle et surtout des écrivains, c'est de formuler le problème. Quel est le problème? On arrive ici dans un pays, on dit quel est le problème? Et donc, lorsqu'on formule le problème, il faut toujours savoir qu'il y aura des résistances, il y aura des gens qui ne vont pas comprendre, il y aura des anciens modèles qui vont vouloir s'imposer. Il y en a qui ont un modèle économique qui vont vouloir imposer le modèle économique. Il y en a qui ont le pouvoir, qui vont vouloir brouiller les pistes. Il y en a qui sont le problème et qui vont vouloir se cacher. Il y en a qui vont insulter celui qui présente le problème parce qu'il est présent comme étant le problème. Et donc, ils vont l'accuser de tout, d'être terroriste, d'être tribaliste, d'être ceci, couper ses fonds, etc., etc., attaquer son employeur. Bref, celui ou ceux qui sont le problème ont également la latitude de se défendre parce qu'ils ont d'ailleurs les armes, ils ont l'État, etc. Mais le rôle de l'intellectuel, c'est comme j'ai dit, c'est formuler le problème. C'est formuler le problème et formuler le problème suffisamment tôt
Par exemple, comme j'ai dit, le paradigme togolais, n'est-ce pas, il s'est formulé devant moi, hein, il s'est formulé devant moi clairement, de manière plastique en 2005. Je l'ai vu, j'ai dit à mes amis togolais, ben voyez, vous savez, il y a d'ailleurs Sami Tchak, il est Kabylie, il est la tribu de Yadema, hein, et les autres, n'est-ce pas, mes autres amis togolais, ils ne sont pas de la tribu de Yadema. Mais Sami Tchak, il est de la tribu de Yadema. Donc, avec le Togo, j'ai eu une formulation claire avec mes amis autour de moi de quel problème se posait, hein, quel était le problème. Avec la Côte d'Ivoire, il ne s'est pas posé comme ça. Avec la Côte d'Ivoire, c'est pas comme ça que le problème s'est posé. Mais au Togo, spécifiquement, c'est comme ça qu'il s'est posé. On peut dire c'est l'axe nord-sud, etc. Mais non, 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 c'est pas ça le problème. Le problème, c'est ça dit la même mise d'une tribu, la tribu du président sur l'État. Et donc, à partir de là, sa formulation d'un futur pour le propre pays qui est dynastique. C'est ça le problème. Et il s'est formulé au Togo, il s'est répété au Gabon, et il se répète au Tchad, il va se répéter au Cameroun. Donc c'est un paradigme. Ce n'est pas qu'on se dit, voilà, telle a fait ceci, on se met à courir, ou bien l'État, la République a fait ceci. Non, non, non. C'est une structure cancéreuse, une structure cancéreuse avec un modèle d'analyse dont j'ai déjà parlé la fois passée. Ça dit, mais on peut continuer d'analyser ça, l'État dans l'État, le deep state, etc. On peut continuer d'analyser ça jusqu'à ce qu'il soit discrédité en termes de théorie, mais en termes d'applicabilité en Afrique, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. La France, l'Occident n'a aucun problème avec, parce que c'est aussi vieux que tout. La France et l'Occident préfèrent travailler avec le groupe qui a déjà le pouvoir, au lieu de voir l'incertitude qui fait que on change de groupe et puis on se retrouve avec un autre parti, par exemple l'opposant, qui viendra remettre en cause les contrats qu'elle a. Donc elle est toujours là pour la stabilité, que ce soit l'Allemagne, que ce soit l'Angleterre, la France, les États-Unis sont là pour la continuité. Mais il n'y a pas de stabilité aussi clairement assise que la dynastie. La dynastie, c'est la stabilité pour 100 ans, 200 ans, 500 ans. La France a eu ça avec les Capets. C'était la stabilité totale. Hein? Il n'y avait pas avec le roi Louis XIV, Louis XVI, c'était la stabilité totale. Hein? Avec la dynastie, la stabilité, c'est ça. Hein? C'est que tu lèves la tête, on te tue. Tu bouges, et le génocide, on le fait. Hein? Et donc, on peut tuer tous ceux qui bougent. On casse voilà, et on installe dans une dynastie, c'est la stabilité parfaite. Donc, le projet de stabilité de Emmanuel Macron est fondamentalement opposé au projet de changement. C'est aussi simple que ça. Ça dit que Emmanuel Macron, il n'a jamais prononcé le mot changement. Jamais. Il n'a jamais. Il a 40 ans, mais il est plus vieux que des gens qui ont 70 ans. C'est-à-dire, un jeune comme ça, 40 ans, il n'a jamais prononcé le mot changement. Il est absolument contre la démocratie. Mais c'est vraiment faramineux. C'est-à-dire que pour lui, la démocratie, c'est l'enfer. C'est vraiment l'enfer. Il ne peut même pas s'imaginer un Africain démocrate. Pour lui, c'est impossible. Lorsqu'il voit un Africain, il se dit que l'Africain a besoin, en fait, d'une chefferie. C'est-à-dire que pour lui, l'Africain démocrate, c'est impossible, quoi. L'Africain, pour lui, est absolument tribal. L'Africain, pour lui, est vraiment fondamentalement tribal. C'est un Africain qui ne peut croire qu'à la monarchie. Donc, c'est ça un peu Macron. Et il coïncide donc avec ce modèle, ce paradigme togolais, qui s'est présenté, manifesté déjà en 2005, qui s'est répété au Gabon, qui s'est répété au Tchad, et puis qui se répétera au Cameroun, etc., etc. Donc, c'est quelque chose de paradigmatique. C'est pourquoi j'ai dit, il ne faut même pas me perdre le temps à dire, c'est pas Franck Biya, ce sera Franck Biya, c'est la diversion. Non, non, non. Je ne suis pas là pour perdre le temps. Ça dit, pourquoi me perdre le temps? Donc, voilà mon analyse. Mon analyse n'est pas nouvelle. Avant d'être sur Facebook, je la publiais dans Le Monde, Jeune Afrique, etc. Mais j'ai estimé que les Africains ne lisent pas ces journaux-là. Ne lisent pas. Donc, je préfère que 1, 2, 3 Africains m'écoutent sur Facebook ou bien lisent ce que je dis sur Facebook. Et donc, là, on avance. Parce que les Africains ne lisent pas Le Monde, ne lisent pas voilà, Jeune Afrique. Hein? Ne lisent pas ça. Alors, avant, c'est là que je publie. Mais maintenant, je préfère parler ici, exprimer ce que je dis. Donc, le premier rôle de l'intellectuel, c'est la formulation du problème. Et voilà donc le problème. Voilà le problème. Ce problème est un problème de structure de l'État c'est une structure nouvelle qui date de 2001, n'est-ce pas? Et vraiment, historiquement, en Afrique, elle a commencé à apparaître en 2005 avec le paradigme togolais. Maintenant, le rôle
l'intellectuel ne peut pas se mettre de diagnostic. Ce serait une perte de temps. Hein? Diagnostiquer tout le temps, là, c'est l'analyse. Et c'est là peut-être où je crois qu'il y a une différence entre moi et ce que j'appelle souvent les aînés intermédiaires. L'intellectuel ne peut pas se mettre de faire le diagnostic parce que la conséquence du diagnostic voudrait que l'on présente dans des choses dans un colloque ou bien que l'on présente, que l'on fasse un dossier que l'on remet à Macron ou bien que l'on remet à Paul Biya et on lui dit voici les propositions que l'on a. Là, ce serait, du moins l'ancien système, là, c'est nos aînés intermédiaires hein, qui font un peu le dossier, voilà, ou bien un rapport, ils font un rapport intellectuel et puis donnent au président, le président agit. Non, là, c'est l'ancien système. Ce sont nos aînés intermédiaires qui croient encore à ça. Je crois que le second rôle de l'intellectuel, c'est d'articuler l'espoir. C'est d'articuler l'espoir. C'est-à-dire que, étant donné que la machine qui se fabrique là et dont j'ai diagnostiqué la structure déjà, lorsque j'ai expliqué le premier point, cette machine-là qui se fabrique devant tous a le pouvoir de détruire tout ce qui est espoir, de salir tout ce qui est espoir, d'arrêter tout ce qui est espoir, de mettre en présence de tuer tout ce qui est espoir. Il est important donc, c'est-à-dire pour que les gens croient que c'est inévitable, que ce qu'ils font là est inévitable. Comme je vois souvent des gens présenter le jeune là, Kaka, et c'est un représentant comme étant inévitable, mais il n'était rien. Même Macron n'était rien du tout il y a 3 ans. Aucun d'entre vous là, aucun d'entre vous à qui je parle ne connaissait Macron. Qui était-il? Il n'était rien du tout. Donc il n'y a aucune inévitabilité à l'infamie, aucune. Et donc, il faut toujours présenter ça. Et c'est le second point, c'est-à-dire que l'intellectuel doit toujours articuler l'espoir. Articuler, c'est quoi? C'est présenter la possibilité de l'espoir. C'est présenter les structures de l'espoir. C'est présenter du moins les personnifications de l'espoir. C'est présenter ceux qui, en fait, peuvent mettre en branle l'espoir. C'est en fait dire que tel, avec les risques que l'on a, n'est-ce pas? C'est beau. C'est comme durant le printemps, on se promène et puis on voit des fleurs qui sortent. On se dit, cette fleur-ci va devenir un arbre. En fait, c'est un arbre qui est en train de naître. C'est ça le rôle de l'intellectuel. C'est son second rôle. C'est-à-dire, voici l'espoir ici. Voici où on peut s'investir. Ça veut dire aussi qu'on peut être déçu. Par exemple, moi, j'ai cru à un moment, pas toujours, parce que j'ai toujours cru que Camto, ça ne valait pas la peine. Mais à un moment, j'ai cru, surtout lorsqu'il était en prison, j'ai cru qu'il était peut-être l'espoir. Mais il a démontré ça dit qu'il n'est pas l'espoir. Il l'a démontré devant nous tous. Hein? Il peut se battre, faire tout ce qu'il veut, mais il n'est pas l'espoir. Là, chacun le voit. Hein? On n'a pas besoin d'insister là-dessus. Il est vraiment fini, quoi. Mais le rôle d'intellectuel, c'est d'articuler l'espoir, de présenter l'espoir. Là. Et bien, pourquoi est-ce que je parle, par exemple, de Mahamat Mahdi Ali comme étant l'espoir? Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas décevoir non plus. Non. C'est la même chose avec Kanto. À un moment, il a soudain possédé l'espoir. Et je l'ai articulé devant vous tous. N'est-ce pas? Je l'ai présenté devant vous tous comme étant l'espoir, mais je vous dis qu'il a dessus, donc ça ne vaut pas la peine. Et lorsque ça a lieu, je le dis aussi. C'est comme une plante, lorsqu'elle se gâte, lorsqu'elle ne se transforme pas en arbre, ben, elle est inutile. Donc c'est un peu ça, il peut faire du bruit, mais vraiment c'est inutile. De même avec Mahatma Mahdi Ali, ça dit, pour le moment, il présente l'espoir. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il puise dans ce substrat-là que je vous ai dit. Il s'agit de la diaspora qui a toujours fabriqué le leadership africain. Et la diaspora, comme je dis, de Sékou Touré, Abiya, n'est-ce pas, Kagame, etc., n'est-ce pas, toujours fabriqué le futur africain. Pourquoi? Déjà parce que c'est en Occident que l'on vient d'habitude se former pour avoir les meilleures formations. C'est en Occident que l'on vient. Donc, on ne peut pas retirer à l'Occident cette capacité à former le futur de l'Afrique, parce que l'Occident, là, grosso modo, fait depuis 1960, depuis 1940 d'ailleurs, depuis 1920. Donc, c'est un peu un fait accompli. Avec lui, il nous fait retourner sur les anciens rêves que l'on a toujours eu, surtout les rêves de la gauche, de ceux de la gauche comme moi. C'est-à-dire, on voit, il n'est pas si jeune que ça. C'est-à-dire, il a 5 enfants, il a une famille, il a passé 25 ans en France, 25 ans. Il a une formation d'économiste. Et lorsque je l'entends parler, ça fait rêver, c'est beau, quoi, parce que il n'y a aucun concept qui peut lui échapper. C'est-à-dire, lorsqu'il présente des choses, lorsqu'il analyse, c'est clair qu'il a la maîtrise, n'est-ce pas, de ces concepts-là, mais surtout, et moi j'aimerais dire surtout, ce qui me frappe, c'est qu'il a une vision historique des choses. Il ramène toujours le débat sur l'histoire. Il fait toujours se rappeler l'histoire. Et
Il le fait si bien qu'il m'a fait me rappeler un peu ceci. Ça dit mon propre livre que j'ai écrit justement pour exprimer ce qu'il dit. C'est-à-dire que le Tchad, c'est-à-dire l'Afrique centrale, c'est elle au contraire qui a donné à la France la capacité à se libérer. Donc, rappelez ça, c'est dit que l'Afrique centrale, le Tchad surtout, avait la possibilité beaucoup plus simple de choisir Pétain. Pétain était président. Donc, mais l'Afrique centrale, à la différence de l'Afrique de l'Ouest, avait décidé plutôt de choisir De Gaulle. Et donc, l'Afrique centrale est allée en dissidence par rapport à la France et a pu libérer la France qui était captive. Donc, le rappeler aux gens, c'est dire ce que... Bah, en fait, il faut quand même avouer que lorsque je l'écoute, je suis content. Parce que c'est ce que j'ai toujours dit. Est-ce que c'est entendre quelqu'un qu'on appelle rebelle le redire? C'est vraiment... Voilà, mon livre, il a été publié, n'est-ce pas? On l'a écrit, nous l'avons écrit ici ensemble. Et ça dit, il a été traduit, n'est-ce pas, en 3-4 langues, n'est-ce pas, l'anglais, l'italien, l'allemand, et puis en espagnol, c'est en train de venir. Mais le dire, c'est, ça, il est en train de dire par quelqu'un qui vient de la diaspora, qui a passé 25 ans à Reims, et puis qui est allé dans le désert là pour pouvoir se battre. Mais comment est-ce que je ne serais pas content? Je veux dire que c'est l'articulation même de ce que, historiquement, on appelle l'espoir. Parce que soudain, je vois comme s'il sort, parce que ce livre-ci, c'est un livre qui puise, n'est-ce pas, dans Oumyobé, qui présente Oumyobé comme étant jeune, comme faisant partie de cette génération-là, qui a dû choisir entre Pétain et puis De Gaulle, et qui a décidé de choisir De Gaulle, n'est-ce pas? Et évidemment, Oumyobé sera déçu par De Gaulle, comme nous savons, il perdra sa vie, c'est-à-dire que De Gaulle va le faire assassiner. Nous le savons, et comme j'ai dit, l'espoir parfois déçoit. Et c'est tout à fait naturel, c'est ça l'histoire, c'est ça la temporalité de l'espoir même. C'est que l'espoir n'est pas il n'est pas éternel. L'espoir peut disparaître, l'espoir peut décevoir, l'espoir peut aussi se matérialiser, se réaliser. C'est ça. Et cette réalisation ne veut pas dire que c'est éternel non plus. C'est tout simplement une historicité dont il faut bien être au courant. Voilà. Bon, bref, le rôle d'intellectuel, son second rôle, donc, c'est d'articuler l'espoir. Articuler l'espoir, c'est présenter son visage, présenter comment est-ce qu'il s'inscrit dans une archive, c'est-à-dire dans une histoire de l'espoir, n'est-ce pas, qui est évidente, afin que je ne sois pas théorique ici, comme le fait qu'il laisse sa famille, c'est-à-dire il laisse sa famille après avoir passé 25 ans en France, et il s'en va au Tibesti, n'est-ce pas, dans un espace que l'on dirait absolument dangereux, c'est-à-dire qu'il y a la Libye là qui a sombré, où on dirait que c'est un terroriste, où on dirait que c'est un islamiste, où on dirait que c'est un tribaliste, on dirait que c'est un nordiste, etc. Bref, il accepte tout ça comme étant des possibilités de combat, où il est d'ailleurs attaqué par des islamistes, il doit se défendre, n'est-ce pas, et il y a des pertes humaines dans cette bataille-là, mais il avance, il parvient, et ça, il faut le dire, une première victoire, c'est que Idriss Déby a été tué. Idriss Déby n'est plus là. Voilà. La seconde victoire, c'est qu'il permet maintenant au monstre de montrer sa tête. Ce monstre-là, c'est la dynastie que chacun voyait. Au Tchad, tout le monde voyait. Les fils de Déby étaient partout, sa famille était partout. Mais personne ne pouvait en parler parce qu'on l'aurait accusé d'être tribaliste. On revient encore sur la formulation du problème. Là, c'est le point numéro 1. Mais je ne veux pas rentrer sur le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est articuler l'espoir. Articuler l'espoir, c'est le rôle essentiel de l'intellectuel, c'est-à-dire l'articuler dans le sens matériel de, n'est-ce pas, vivre cet espoir-là, ou bien dans le sens tout simplement analytique, c'est-à-dire dans ce cas, dire que voici l'espoir, comme j'ai dit, donc, avec Mahatma Mahdi Ali, nous avons soudé en Afrique centrale quelqu'un qui, n'est-ce pas, n'est pas seulement qui matérialise l'espoir là, dans ce sens où il décide lui-même de prendre des armes pour pouvoir se battre contre la dynastie, dont la formulation a été, du moins ça a eu lieu devant nous. Parce que nous savons très bien, n'est-ce pas, un pouvoir qui est tribal et militaire et est devenu dynastique ne peut pas être défait par les urnes, nous savons ça, ne peut pas être défait par les urnes, c'est impossible, ce n'est même pas le fraudage, ça ne fait même pas sens, il ne peut pas être défait par les urnes, il va être défait par les armes, c'est clair. N'est-ce pas? Donc, avec ça, l'articulation de l'espoir, nous avons, pour la première fois, devant un pouvoir qui a montré son visage au Togo en 2005, au Gabon, n'est-ce pas? Et puis au Tchad maintenant, et qui montrera son visage également au Cameroun, nous avons pour la première fois donc quelqu'un qui, n'est-ce pas? Qui s'élève, qui prend les armes pour y réagir. Évidemment, il y a eu des tentatives avant. Hein. L'une des tentatives avant, c'était les anglophones. Les anglophones ont pris les armes en 2017 et se battent comme nous voyons. Je viens de voir des images de Bouy qui sont extraordinaires. Ils se battent, ils se battent, ils se battent. Donc, les anglophones sont grosso modo une préhistoire par rapport à ça. C'est-à-dire qu'ils ont plus ou moins montré ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que, mais, ils sont encore pris dans une aporie.
nous sommes, le Cameroun est pris dans une aporie, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop, est-ce qu'il faut renverser Biya ou bien est-ce qu'il faut être indépendant. Dans le moment où cela se décide, le temps passe, hein, le temps passe, le temps passe, le temps passe. Donc c'est ça qu'on appelle une aporie et ça se manifeste dans plusieurs pays africains, c'est-à-dire au Congo, c'est-à-dire maintenant au Cameroun, c'est-à-dire dans plusieurs pays où il y a une aporie, il y a donc une multiplication de groupes, etc., etc. Mais là, c'est une aporie. Pour la formulation de l'espoir, donc, avec Mahamadou Ali, c'est clair. C'est-à-dire, je l'ai toujours dit dans la matérialisation de l'espoir, c'est beau de voir qu'il a su les arrières, n'est-ce pas, du peuple qui s'élève à N'Djamena. Et lorsque j'écoute son discours de 2017, n'est-ce pas, à Reims, où il dit que le peuple tchadien va se lever, le peuple va se soulever, c'est très beau parce que rendre cela possible de manière tactique et visible, c'est-à-dire le peuple ne peut pas se lever comme ça désarmé, il sera massacré. Et en N'Djamena, il y a eu aujourd'hui 5 morts. Mais pour faire que ce soit impossible, pour rendre cela impossible dorénavant, il faut que le peuple la sache qu'il y a une base arrière, n'est-ce pas, qui est sécurisée. Cette base arrière est sécurisée par, n'est-ce pas, par le FACT. Et c'est important de le dire, que le FACT sécurise la base arrière, n'est-ce pas? Et c'est ce que je formulais plus ou moins comme la possibilité comme on avait l'escaloir, c'est-à-dire qu'il faut que la base arrière soit sécurisée, il faut à tout prix que la base, sinon c'est une bataille inutile parce que devant, le groupe qui est tribal, militarisé et puis dynastique n'a aucun intérêt à faire des cadeaux parce que justement ce groupe-là a le soutien de la France. Bon, bref, il faut un travail intellectuel qui est méthodique, qui est pensé et c'est-à-dire qui se manifeste devant nous. Donc lorsque je vois ça, je dis c'est beau quoi. C'est beau parce qu'on voit qu'il y a un Africain qui comprend, qui a compris et puis qui en fait, grosso modo, a compris de quoi est-ce qu'il s'agit, et qui est historique, qui est intelligent, économiste, voilà, qui est excellent, quoi, excellent. C'est beau, quoi. Lorsqu'on voit ça, c'est beau. Lorsqu'on voit ça, c'est beau. Quel que soit ce qui arrive demain, on peut dire que ça, c'est beau, parce que là, c'est l'espoir. Le troisième rôle de l'intellectuel, évidemment, c'est d'organiser la bataille. Organiser. Sans ça, c'est inutile. Je vois les gens qui analysent. On peut avoir 100 000 vues sur Internet, mais s'il n'y a pas d'organisation derrière, le lendemain même, c'est fini. Autant avoir une seule personne qui écoute, avec laquelle on peut travailler et puis s'organiser et ça va. Lorsque si vous voyez, par exemple, avec le Tchad, ils n'ont pas beaucoup d'accès sur Facebook comme nous avons, hein. Ils ont très peu. Et il y a quelques groupes là qui se battent pour s'organiser, pour organiser. Ils sont divisés parce qu'il y a une partie qui est en France, il y a d'autres qui sont dans les pays arabes, donc qui sont au Soudan, etc. Donc c'est un pays un peu extraordinaire, c'est pas comme le Cameroun. Chaque pays étant distinct, mais lui, il est un peu extraordinaire. C'est dans cette diversité-là que l'intellectuel a pour rôle d'organiser. Organiser, c'est donner un sens à quelque chose. C'est donner une orientation à quelque chose, afin que les gens sachent que il ne faut pas perdre votre énergie ici, il faut plutôt l'orienter de tel côté. Donc c'est ça, organiser, afin que les gens sachent qu'ils n'arrivent pas dans une maison qui est vide, ils arrivent plus ou moins dans un espace où il y a déjà une structure, où il y a déjà quelque chose qui est fait. Et donc, on arrive là avec voilà, un intellectuel qui a une organisation qui est là et qui a des résultats, c'est-à-dire avoir des résultats qui soient palpables. C'est un peu ça. Évidemment, ça dit ça a une durée de vie. Hein? On ne peut pas le faire éternellement, on ne peut pas le faire constant, on ne peut pas le faire et refaire. On ne peut pas être quelqu'un qui bâtit, alors les gens viennent, ils détruisent et puis on recommence. Non, non, non. Ça dit, il faut savoir ce qu'on veut. Avec, ça dit le travail là, c'est un travail qui a une durée limitée. Parce que l'organisation, c'est pas éternel, c'est mettre ensemble des hommes qui ont un but bien précis. Et dans ce but-là, du moins, c'est la formulation d'une plateforme, c'est la formulation d'une orientation, c'est la formulation d'une direction. Et vous vous êtes rendu compte que je ne parle pas tellement d'idéologie ici, parce que, comme je vous ai dit, l'ennemi a eu un visage bien précis, donc c'est un ennemi ponctuel. Cet ennemi-là, c'est le dynastique qui est fondé dans le tribal qui s'est militarisé. Donc c'est un ennemi ponctuel. Donc, il est inutile, devant un tel ennemi qui est ponctuel, d'avoir une grande vision de panafricanisme, etc. Parce que c'est une perte de temps. Hein? Ça n'a rien derrière. Hein? Donc, au contraire, il faut une organisation ponctuelle qui soit suffisamment dynamique.
qui soit suffisamment dynamique pour pouvoir de temps en temps, du moins s'adapter aux difficultés. Difficultés qui sont parfois inconnues, qui sont liées au terrain, comme par exemple un mouvement qui part du Soudan ne doit pas nécessairement avoir le même visage qu'un mouvement qui part de la Libye. Hein? Donc, c'est deux visions tout à fait différentes du terrain. Donc, des choses comme ça doivent être pensées et doivent être intégrées dans l'organisation même parce que une telle organisation doit être flexible, doit être adaptée à ce qu'on a. Par exemple, le fait que Facebook ou bien les réseaux sociaux soient également un instrument d'organisation qui fasse que l'on puisse se mettre rapidement en contact et que l'on puisse parler le plus rapidement l'un avec l'autre, du moins s'oblige du moins à ne pas avoir du moins nécessairement un parti politique. Un parti politique n'est pas nécessairement ce qui rendrait une organisation nécessaire. Non, 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 on a les réseaux sociaux. Dans un parti politique, on peut s'en passer. Les réseaux sociaux font que l'on s'organise rapidement et puis on peut faire disparaître cette organisation que l'on avait pour recommencer une autre. Donc, le rôle de l'intellectuel, c'est d'organiser cette bataille-là, c'est de lui donner une direction, de lui donner un sens, parce que, en fin de compte, c'est nous-mêmes qui allons nous libérer. C'est nous-mêmes qui allons, n'est-ce pas, porter ce travail de libération sur nos épaules. C'est nous-mêmes qui allons libérer notre peuple. C'est nous-mêmes qui allons, n'est-ce pas, donner un certain sens à la libération de notre peuple si on décide que nous ne libérons pas, mais ce peuple-là lui-même se libère. Mais il faut bien articuler la libération de ce peuple-là. Il faudrait bien donner à ce peuple-là un sens à sa propre libération. Donc, c'est un peu ça. Sinon, si on ne le fait pas après un mois, 2 mois, 3 mois, ce peuple-là va retomber dans la captivité qu'il avait avant parce qu'il avait l'habitude de cette captivité-là. Donc, il faut que l'on articule, il faut que l'on formule, il faut que l'on présente ce que c'est que l'alternative constamment pour que ce peuple-là puisse savoir ce qu'il est en train de vivre, c'est quelque chose de nouveau. Je vais finir par quelque chose qui est que j'estime très important, que, n'est-ce pas, Mahatma Mahdi Ali, lorsqu'il forme ses soldats, n'est-ce pas, il utilise l'archive africaine, n'est-ce pas, il utilise ce que d'autres ont fait avant, ce que Thomas Sankara a fait. N'est-ce pas, lorsqu'il dit aux soldats de répéter tribalisme à bas, tout Africain qui écouterait ça pensera à Thomas Sankara, c'est ce que Thomas Sankara a fait, n'est-ce pas? Et donc c'est beau, quoi, de voir que nous avons une révolution qui s'assoit sur les épaules du moins du passé, qui s'assoit sur les épaules des géants. Thomas Sankara, c'est un géant, il est reconnu maintenant comme un géant, enfin. Il a une statue dans son pays, c'est la gauche. Donc, il est important de savoir que nous avons une nouvelle gauche qui s'appuie sur les épaules de l'ancienne gauche pour pouvoir évoluer. Et c'est beau de voir ça. Parce que, quel que soit le cas, le chemin que Mahatma Mahdi Ali est en train de suivre a été fait par d'autres. Il a été fait par Wandi, il a été fait par Sankara, il a été fait par Sékou Touré, il a été fait par Kagame, il a été fait par etc. Donc on n'invente pas. Il est en train de faire plus ou moins ce que d'autres ont fait et donc il apprend des succès et des échecs de ceux qui ont suivi ce chemin avant. Et c'est ça déjà gagné. Parce que c'est ça déjà dire qu'on a un peuple qui a une histoire politique, qui a une histoire en général, qui a une histoire, en fait, des batailles politiques. On est un peuple qui ne vient pas de nulle part. Donc, on ne peut pas improviser tout le temps, etc. Donc, lorsqu'on voit une vidéo où ces soldats au désert tchadien, là, disent exactement ce que les populations, du moins, disaient avec Sankara, c'est beau, quoi. C'est beau parce qu'on se rend compte qu'il y a une continuité. Il y a une continuité d'archives. Il y a une continuité de méthodes. Il y a une continuité de vision. Il y a une continuité tactique. Et on ne peut que... n'importe qui ne peut que sourire parce que c'est très beau, quoi. C'est comme ça que ça doit avoir lieu. C'est comme ça que la gauche africaine se fonde, que la gauche africaine, n'est-ce pas, se donne une épaisseur, que le travail que nous faisons, n'est-ce pas, devient substantiel. Et donc, on peut présenter, n'est-ce pas, une alternative crédible. Parce qu'on peut dire aux jeunes, on peut dire à ceux qui se battent que vous battez pour quelque chose qui a déjà réussi ailleurs. Vous battez pour quelque chose qui a déjà fabriqué un État, au Burkina Faso par exemple. Parce que avec la chute, il était chassé. Avec le fait que Blaise Compaoré a été chassé par le peuple, n'est-ce pas? Il y a maintenant un pouvoir qui s'est très bien installé et un pouvoir démocratique qui s'est installé, qui a gagné 2 fois les élections et il n'y a pas eu désordre. Donc, c'est bien possible de montrer au peuple que la dynastie n'est pas une fatalité, n'est-ce pas? Que le pouvoir dynastique n'est pas nécessairement le futur de l'Afrique. C'est-à-dire que c'est pas comme ça, n'est même pas ce qui garantit la stabilité, pas du tout. Bien au contraire, il est possible de montrer aux gens
que dans la tradition africaine, politique africaine d'après 1960, il y a des structures, des traditions, des manières de faire, voilà, des manières d'agir, n'est-ce pas, une manière de composer la politique et puis l'État qui se fondent dans la stabilité et qui, n'est-ce pas, du moins fabriquent le bonheur pour chacun, y compris pour la France d'ailleurs, y compris pour la France. Donc il n'y a aucune obligation que les Africains se mettent à brûler le drapeau français, aucune. Il n'y a aucune. On ne le fait pas au Burkina Faso, alors que le Burkina Faso a bâti une statue de Sankara. Donc pourquoi est-ce qu'on va tuer des gens qui se réclament de Sankara au Tchad, alors qu'au Burkina Faso, il y a un État africain qui est bâti sur les structures de Sankara? Ça ne fait pas sens. Ça ne fait pas sens. C'est-à-dire que dans chaque Africain peut voir où se trouve l'espoir, peut voir comment il se manifeste, peut voir comment il s'est réalisé devant nous, n'est-ce pas, dans un État qui fonctionne. Le Burkina Faso, j'étais au Burkina Faso au moins 5 fois. Donc, j'avais cessé d'aller au Burkina Faso à cause de Blaise Compaoré. Et puis j'avais dit que je vais y aller encore lorsque Blaise Compaoré va tomber. Et maintenant, à la fin de Covid, là, je vais partir au Burkina Faso. Je vais repartir au Burkina Faso parce que j'avais décidé volontairement de ne plus jamais y aller tant que Blaise Compaoré est au pouvoir. Maintenant, je vais y aller. Vous voyez donc que lorsqu'on voit Mahatma Mahdi Ali qui manifeste l'espoir en s'asseyant sur les épaules de Sankara, en s'asseyant sur, n'est-ce pas, le travail politique qui a été fait par nos aînés, hein, on ne peut qu'être content. On ne peut qu'être content. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il nous demande donc, il nous demande, et c'est ça le travail, c'est ça la beauté, quoi. Il demande donc de quitter une généalogie tribale et militaire qui devient dynastique pour nous asseoir sur les épaules des aînés, n'est-ce pas, qui étaient des idéologues, des rêveurs, des penseurs, n'est-ce pas, c'est-à-dire pour nous asseoir sur des idées. C'est ce qu'il demande, pour nous asseoir sur les idées. Mais c'est beau ça. Lorsqu'on voit ça, c'est beau, il faut pouvoir le dire. Il nous demande, je répète, de quitter du moins un arbre généalogique qui est tribal et qui a transformé la tribu du président en une gangrène qui a fait même bas sur l'État et promet ainsi la stabilité en fabriquant une dynastie, parce que la dynastie, c'est la stabilité la plus claire dans la royauté, une chefferie si on veut. Il demande de quitter ça pour nous asseoir sur les épaules, n'est-ce pas, du meilleur que l'Afrique ait fabriqué. Sankara, c'est quand même l'un des plus beaux, l'un des plus bels enfants que l'Afrique ait fabriqué, de nous asseoir sur les épaules des gens comme Sankara pour pouvoir constituer notre Afrique de demain, pour pouvoir fabriquer une Afrique qui, devant nous tous, a fabriqué un État, le Burkina Faso, qui, il me semble, est un État qui fonctionne bien, est un État qui vient d'élire Roch Kaboré comme étant président, et puis dans une élection qui s'est passée très bien, un État dont la population ne se plaint pas, et un État qui a la stabilité, Donc, qu'est-ce qu'on veut de plus? C'est ça. Donc, je voulais dire qu'au Tchad, ce qui est en train de se passer, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre, et il faut pouvoir articuler ce nouveau chapitre, présenter ce qu'il a de neuf, présenter à chacun ce qui se passe, comme étant quelque chose de neuf. C'est une bataille qui ne concerne pas seulement le Tchad, mais qui concerne tous les pays francophones, et tous les pays francophones qui sont pris dans une crise bien précise, une crise qui, du moins, dont on peut se libérer en se rappelant que nous avons 3 choses qui sont importantes. La première chose, c'est diagnostiquer le mal. La deuxième chose, c'est articuler l'espoir. Et la troisième, c'est évidemment organiser la bataille de manière réfléchie. Grosso modo, c'est ce que je voulais dire afin de ne pas l'oublier, mais voilà, je l'ai fait. Et donc, je vous remercie et je rassure encore nos frères du Tchad qu'ils ont, en fait, c'est-à-dire du FACT et puis des citoyens tchadiens qui se battent pour que vous êtes vraiment aux avant-postes de notre bataille, parce que la dynastie, c'est le stade suprême vraiment de l'État tribal, et c'est le stade suprême du tribalisme d'État. Et donc, vous êtes aux avant-postes d'une bataille qui nous concerne tous. C'est pourquoi nous vous regardons, c'est pourquoi nous nous mettons à votre place, c'est pourquoi nous nous engageons pour vous. Et sachez que je serai toujours avec vous, jusqu'à ce qu'évidemment vous me décevez. Hein? Et lorsque vous me décevrez, je vais le dire aussi. Et je vais agir aussi en conséquence. Mais pour le moment, du moins, je suis absolument avec vous, et puis je suis entièrement avec vous. Mais nous allons gagner. Nous allons gagner. Allez, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Tenez bon, nous sommes ensemble.
de là-bas.